Bonjour, je suis Guy Fegab, je suis organisateur africain de World Beyond War. Aujourd'hui, dans le cadre de notre formation sur l'organisation, nous allons parler de comment s'organiser, de comment construire un mouvement autour d'un enjeu spécifique. Mais avant d'entrer dans le sujet proprement dit, j'aimerais dire quelques mots de rappel à propos de l'organisation World Beyond War. World Beyond War est un mouvement financé par des individus qui donnent aussi peu que 5 dollars par mois pour soutenir notre travail. Notre mission est assez vaste et ambitieuse, celle d'abolir l'institution de la guerre et de la remplacer par ce que nous appelons un système de sécurité mondiale alternatif qui est fondé sur la démilitarisation de la sécurité et la gestion non violente des conflits. Ce qui nous distingue des autres organisations, c'est que nous nous opposons à toutes les formes de guerre, à toutes les formes de violence et à toutes les armes. Notre théorie du changement repose sur trois piliers, à savoir l'éducation, l'organisation non violente et le travail médiatique. L'éducation vise à déconstruire les mythes de la guerre et à présenter les alternatives non violentes éprouvées. Dans le volet éducation, nous avons notre livre de chevet et Global Security System, an Alternative to War. En français, c'est un système de sécurité mondiale alternatif. Alors, ce livre expose les principales stratégies nécessaires, selon nous, pour un monde sans guerre. De nombreux supports pédagogiques ont été élaborés à la suite de ce livre, notamment un guide d'études, des cours en ligne, des webinaires, des fiches d'information et bien d'autres. Ces outils visent à déconstruire les mythes sur la guerre et à proposer de vraies alternatives. L'organisation non violente prend diverses formes selon les différents contextes locaux. Elle peut consister à désinvestir une ville de l'armement, à fermer des bases militaires, à organiser des rassemblements, des blocages d'armes et bien d'autres actions. Le travail médiatique, quant à lui, vise à façonner un nouveau récit et à créer nos propres médias, notamment à travers notre podcast mensuel ou notre projet d'affichage public. Nous cherchons également à faire entendre notre voix dans les médias traditionnels par le moyen des tribunes, des lettres aux rédacteurs, des interviews, que ce soit à la télé ou à la radio et bien d'autres moyens. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le volet organisation. World Beyond War mène des campagnes militantes, parmi lesquelles le désinvestissement des armes et la fermeture des bases militaires. Nous considérons ces actions comme essentielles pour démanteler la machine de guerre. Il faut déplacer l'agent de la guerre et fermer l'infrastructure qui la soutient à l'échelle mondiale, en l'occurrence les bases militaires étrangères. Les États-Unis seuls possèdent plus de 900 bases militaires à l'étranger, soit environ 96% de toutes les bases de ce type dans le monde. Les chapitres de World Beyond War en Afrique mènent l'initiative Pas de base en Afrique dans le cadre de cette campagne. Une activité importante a déjà été menée pour demander la fermeture des bases à Djibouti. Au sujet du désinvestissement, nous faisons partie de la coalition Divest from the War Machine, une coalition nationale d'organisations de base qui œuvre à plusieurs niveaux pour désinvestir les entreprises d'armement et les sous-traitants militaires. Cela peut se faire à titre individuel
ou à l'échelle d'institutions telles que les universités, les municipalités, les États, les fonds de pension, etc. Voilà, maintenant nous allons voir ce que c'est que l'organisation. Voilà, qu'est-ce que l'organisation? Voilà, organiser signifie construire un mouvement autour d'un enjeu spécifique. Cela signifie de fixer des objectifs clairs, de définir des stratégies et des tactiques et d'utiliser le pouvoir collectif pour faire pression sur les décideurs afin d'obtenir des changements concrets. Cette approche repose sur la mobilisation du pouvoir populaire ou la force du nombre. Les formes, nous allons voir quelques formes d'organisation communautaire. Cette diapositive montre un continuum des formes d'organisation communautaire. Plus on va vers la droite, plus l'engagement cherche à transformer les systèmes existants. À gauche, nous avons des approches qui acceptent les relations de pouvoir existantes, à savoir le service direct, afin de répondre aux besoins immédiats sans remettre en cause les structures. Et l'auto-assistance, c'est-à-dire les moyens pour les communautés de s'organiser elles-mêmes, mais sans confrontation. Au centre, nous avons l'éducation qui vise à renforcer la conscience critique et ouvrir la voie au changement. À droite, nous avons des approches qui remettent en question les relations de pouvoir, parmi lesquelles le plaidoyer, c'est-à-dire une forme de pression sur les institutions pour les amener à faire des réformes. Et puis l'action directe, qui est un moyen de sensibilisation, je vais dire un moyen de mobilisation collective pour stimuler des changements dans l'immédiat. Voilà, nous allons parler de l'organisation d'une action directe. Une organisation efficace de type action directe vise trois objectifs majeurs. Obtenir des améliorations réelles et concrètes dans la vie des gens, par exemple. Donner aux gens un sentiment de leur propre pouvoir en leur montrant qu'ils peuvent agir collectivement pour obtenir des résultats. Et troisième objectif, modifier les relations de pouvoir à long terme en ancrant les groupes comme parties prenantes légitimes dans les décisions pour l'avenir. Fixer des objectifs clairs. Lorsque nous lançons une campagne, il est essentiel de fixer trois types d'objectifs, notamment à court terme, à moyen terme et puis à long terme. Cela permet de garder un élan constant, même si notre action ou alors notre objectif final ne peut être atteint qu'après des décennies. Si par exemple nous voulons abolir la guerre, il n'est pas garanti que cela soit effectif de notre vivant. Par contre, de petits objectifs internes, comme par exemple réunir 100 personnes à un événement ou obtenir 1000 signatures, ces petits objectifs internes servent à motiver les activistes et à créer des victoires au fur et à mesure. Voilà, la cartographie de puissance de notre cible. Cartographier le pouvoir signifie identifier précisément qui a l'autorité pour prendre la décision, celle que nous cherchons à influencer. Le plus souvent, les campagnes ciblent des institutions vagues, comme le gouvernement, au lieu de cibler une personne en particulier. Une fois la cible principale définie, on identifie les cibles secondaires, c'est-à-dire les individus ou groupes qui peuvent l'influencer, comme des donateurs, des syndicats, des personnalités publiques, etc. Voilà, les stratégies. Trois types de stratégies
principales existent pour atteindre nos cibles. La stratégie du champion, elle s'applique quand la cible est favorable. Il faut l'encourager sans la brusquer. Nous avons ensuite la stratégie de couverture qui s'applique quand la cible hésite. Dans ce cas, on lui donne des raisons publiques d'agir, du genre, je n'ai pas eu le choix, trop de pression publique. Voilà. Et nous avons la stratégie de pression. Alors, celle-ci est utilisée quand la cible est opposée. Dans ce cas, on doit trouver des moyens d'exercer une grande pression. Les tactiques sont ce qu'on peut appeler la boîte à outils de l'activiste. Ce sont des actions concrètes qui permettent d'exécuter notre stratégie. Elles doivent être choisies avec soin et adaptées selon la position de la cible. Cela signifie par exemple qu'on ne saurait commencer par une manifestation si une réunion cordiale peut bien faire l'affaire. Parmi les tactiques fréquentes, nous avons les pétitions. Nous en avons fait une, par exemple, dans le cadre de notre campagne Djibouti. Pour le Soudan, nous avons initié une campagne de lettres pour la paix au Congo. Voilà, ce sont des pétitions. Nous avons des appels téléphoniques comme tactique. Nous avons des appels téléphoniques en masse. Nous avons des lettres de soutien signées par divers groupes, des associations, des parents d'élèves, des organisations non gouvernementales, des commerces et bien d'autres. Nous avons des événements de presse ou assemblées citoyennes, des médias traditionnels. Nous sommes des médias traditionnels à travers lesquels nous pouvons faire passer des tribunes, des lettres aux éditeurs, etc. Nous avons comme autre tactique que les campagnes sur les réseaux sociaux, y compris en taguant les cibles. Nous avons des interpellations ciblées. En anglais, comme on dit en anglais, bird dogging, qui consiste à suivre la cible partout, se montrer à tous ces événements pour être impossible à ignorer. Ici, nous avons quelques exemples de mobilisation, de manifestations contre les ventes d'armes. Ici, les armes du Canada vers l'Arabie Saoudite. Alors, cette diapositive montre ces exemples concrets d'actions citoyennes. Au Canada, des activistes ici manifestent devant des sites stratégiques comme les chemins de fer ou les entreprises d'armement. Les activistes envoient des messages clairs sur des pancartes du genre arrêtez de vendre des machines de guerre, le Yémen ne peut pas attendre, alors, définancer les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Les activistes utilisent également des actions directes comme des lettres ouvertes et font pression sur euh, les cibles à travers les médias. Alors, cette campagne illustre bien la diversité des tactiques utilisées, de l'action directe au plaidoyer politique en passant par la mobilisation médiatique. Cette image montre une action de sensibilisation organisée autour d'un panneau publicitaire installé par World Beyond War. Je parlais d'entame d'une des tactiques de World Beyond War qui consiste à utiliser des panneaux d'affichage public pour sensibiliser. Ici, on peut lire 3% des dépenses militaires des États-Unis pourraient mettre fin à la famine dans le monde. Alors, des militants de World Beyond War manifestent ainsi avec des pancartes appelant à réduire le budget militaire et à le réorienter euh, vers les besoins humains essentiels. Alors, en termes de tactique,
Cette action combine les tactiques suivantes. On peut mentionner le panneau publicitaire qui est visible par des milliers de personnes. Nous avons l'invitation des médias pour obtenir une couverture. Nous avons la présence physique des activistes pour renforcer l'impact du message. Voilà quelques illustrations, des exemples de tactiques qui marchent et qui font consolider le mouvement et atteindre les objectifs en touchant les cibles. Euh, Ici, nous avons le tableau stratégique du Midwest Academy. C'est un outil qui facilite l'organisation d'une campagne. Alors ici, nous avons juste là un aperçu rapide de ce tableau stratégique, où on peut voir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Nous avons des considérations organisationnelles, à savoir les ressources disponibles, le personnel, bénévoles, les financements, des partenaires, des alliés et opposants, qui peut rejoindre la coalition, qui s'y opposera. Nous avons également des cibles, c'est-à-dire toujours, comme on l'a dit tantôt, identifier une personne, jamais une institution comme un gouvernement, identifier un individu, par exemple, comme le chef du gouvernement, comme le ministre tel. Alors, on le fait ainsi parce qu'on ne fait pas une pétition efficace contre le gouvernement, mais contre le ministre X, Y, contre le président Z, contre le maire tel. On précise son nom. Et le tableau présente également une autre colonne, notamment celle présentant les tactiques. Ici, il s'agit ici, il s'agit des moyens que vous utiliserez pour gagner. Voilà. Nous allons parler des recrutements. D'abord, pourquoi les gens rejoignent un groupe? Les motivations pour rejoindre une campagne ou un groupe varient. Comprendre ces motivations permet d'adapter notre approche pour recruter de façon efficace. Alors, quelques exemples de motivation. Nous avons l'altruisme. Par exemple, une étudiante veut contribuer à la justice sociale. Comme autre motivation, nous avons la transaction. Peut-être un jeune qui vient pour le repas offert et qui profite de cette occasion pour voir ce que le mouvement fait et décider de le rejoindre. Nous avons l'intérêt personnel. Ici, par exemple, un habitant affecté par une pollution et nous avons des besoins sociaux, du genre un nouvel arrivant cherche à rencontrer les gens. Alors voilà quelques raisons qui poussent les gens à rejoindre un groupe. Il y en a d'autres. Maintenant, le tout n'est pas d'avoir des personnes qui rejoignent le groupe, mais il est important de les maintenir dans le groupe. Quelles sont quelques astuces qui peuvent amener les gens à rester dans un groupe? Il est essentiel de fidéliser les membres du groupe pour qu'ils restent. Il faut qu'ils trouvent du sens, du plaisir et des possibilités d'évoluer au sein de ce groupe-là. Alors, parmi des exemples de motivation à rester dans un groupe, il faudrait que le groupe soit amusant. Comme on le dit, il faudrait que le groupe soit amusant ou divertissant. Par exemple, des soirées thématiques, des événements ludiques, des jeux. Il faudrait que dans le groupe, il y ait effectivement de l'apprentissage, euh, régulièrement des ateliers, des formations,
que les membres du groupe puissent être des intervenants dans diverses réunions, il faudrait qu'il y ait un leadership, c'est-à-dire responsabiliser de façon progressive les personnes qui sont dans le groupe pour qu'ils prennent du pouvoir, qu'ils sentent qu'ils sont en train de progresser. La responsabilité. Ici, faut responsabiliser les membres du groupe. Il faut leur donner des tâches concrètes. Par exemple, au cours d'une réunion, quelqu'un peut être désigné à prendre des notes, à faire un rapport, à déposer des lettres, à aller déposer des courriers. Voilà, quelqu'un pour que la personne, le membre, se sente utile dans le groupe. Aussi, il est important de, de faire voir aux membres qu'ils gagnent, qu'ils profitent, qu'ils ont du bénéfice en participant aux activités du groupe. Comme on l'a dit plus haut, des petites victoires permettent de garder un élan dans le groupe. Et si, par exemple, un membre qui voit son article publié, euh, qui voit une réponse à la pétition qu'il a peut-être soumise, euh, gagne en fierté, en ayant contribué à l'évolution du groupe. Donc, ces petites victoires-là permettent au groupe, aux personnes dans le groupe de savoir qu'elles sont utiles, que leur présence est bénéfique. Voilà, ces petites choses et bien d'autres peuvent aider effectivement quelqu'un à se rendre compte que sa présence dans le groupe n'est pas inutile. Alors, parmi les tactiques de recrutement, nous pouvons mentionner deux approches qui sont complémentaires. D'abord, sur le plan individuel, notamment avec des interactions personnalisées, des pétitions, des appels, des affichages, comme une invitation personnelle à un atelier. Voilà, nous avons aussi, en termes d'approche, une approche de recrutement de masse, par exemple à travers des messages largement diffusés, à travers les réseaux sociaux, des courriers électroniques, des flyers ou dépliants, des tracts distribués à des points stratégiques de différentes localités. Donc, ces approches-là sont importantes pour recruter les membres au sein d'un mouvement. Voilà, maintenant, en termes d'organisation d'une activité, il y a par expérience un théorème qui s'applique bien, s'appelle connu comme théorème des moitiés, voilà, la mathématique de l'organisation. Ici, par exemple, on nous montre que si vous voulez obtenir 10 participants à un événement, donc ici 20. Si nous voulons avoir 20 participants à un événement, il faut commencer par environ 160 contacts. La moitié de 160 contacts-là va répondre positivement. Et la moitié de ceux qui ont répondu positivement viendra à l'événement. Donc, ce modèle appelé mathématique des moitiés aide à planifier les efforts de mobilisation. Alors, pour prendre des décisions, nous avons des méthodes qui dépendent bien entendu des différents contextes. Les plus applicables sont, par exemple, la consultation. Pour prendre une décision, il faut prendre l'avis des uns et des autres qui sont dans le groupe. Nous avons le vote, généralement, peut être rapide, mais
peut également frustrer certaines personnes dans le groupe de savoir que leurs voix ne sont pas prises en compte. Bon, maintenant, nous avons également le compromis. Suite aux discussions avec les membres du groupe, nous avons la délégation qui est efficace pour certaines tâches. Toujours est-il que dans le groupe, il faut avoir des mécanismes structurés ou non, mais qui permettent au groupe de prendre des décisions et de favoriser à chaque fois la participation et la prise en compte des voix de tout le monde. Parlons maintenant des types de médias. Trois types de médias sont à présenter, à connaître. Nous avons les médias propriétaires, par exemple les sites, les blogs d'organisation, une chaîne YouTube, qui sont les médias, comme nous l'avons dit, médias propriétaires. Nous avons des médias payants, c'est-à-dire les médias que vous achetez. Par exemple, pour les publicités en ligne, pour les annonces sur Facebook, il y a qu'il faut parfois payer. Maintenant, nous avons ce que nous pouvons appeler les médias gagnés ou encore des médias que vous gagnez grâce aux mentions, au partage, aux republications et aux avis. Par exemple, des articles de presse, des mentions externes, des interviews dans un podcast. Ça, ce sont des atouts que vous pouvez exploiter. Maintenant, un autre volet important de l'organisation, c'est l'intersectionnalité ou organisation de la fusion. La guerre est liée à de nombreuses autres injustices, notamment sociales, environnementales ou économiques. Travailler en dehors des silos permet de construire des alliances plus fortes et plus représentatives. C'est la logique d'une organisation intersectionnelle qui relie les luttes entre elles. Plus en avant, dans la formation, nous découvrirons euh, ce que c'est que l'organisation intersectionnelle avec des exemples concrets. Maintenant, qu'est-ce qu'une coalition? Coalition entendue simplement comme un groupe de groupes. Alors, une coalition doit être aussi inclusive que possible. Elle doit être basée sur une structure claire. Elle doit être construite sur des relations existantes. Elle doit être animée par un esprit de facilitation qui est différent d'un esprit de domination. Alors, et la coalition doit également reconnaître les efforts de chacun. Il faut donner, comme on le dit, du crédit quand il est dû à chaque composante de la coalition. Voilà, donc voilà brièvement quelques éléments fondamentaux qui s'inscrivent dans l'organisation, du verbe organiser, de la construction d'un mouvement. Comment construire un mouvement? Quelles sont les stratégies les plus efficaces? Quelles sont les tactiques pour recruter? Quelles sont les tactiques, les astuces pour organiser une activité, un événement et bien d'autres sont dans cette présentation. Donc, pour en savoir davantage, vous pouvez nous contacter à travers africa@worldbeyondworld.org ou alors à travers notre site web worldbeyondworld.org pour d'amples informations. Merci de nous avoir suivis.